Oui, alors sur la question, est-ce que la technologie va nous sauver? En fait, j'aimerais bien, mais il faut juste se rendre compte que on vivrait à ce moment-là un moment totalement incroyable dans l'humanité. C'est pas simplement une histoire de système de production, c'est aussi une histoire de transformation plus profonde de la demande, des styles de vie, des modes de consommation, qui touchent à d'autres choses que la seule technologie. Toutes ces méthodes de design thinking, de co-création, il faut absolument les utiliser aussi pour repenser un peu les approches. Bonjour à tous. On va démarrer sur une première table ronde que j'ai le plaisir et le privilège d'animer. Donc j'accueille Valérie Masson-Delmotte. Vous êtes coprésidente du groupe 1 du GIEC, directrice de recherche au CEA, et puis depuis maintenant 1 an et demi à peu près, vous êtes haute conseillère, membre du Haut Conseil pour le climat, pour le climat, je crois. Au Conseil pour le climat. Oui. Pour le climat, voilà. Philippe Biwix, alors je prends dans l'ordre. Philippe Biwix. Bonjour. On va se tutoyer puisqu'on se tutoie dans la vie, pas de raison. Donc, tu es ingénieur diplômé de l'école de Centrale Paris, donc la concurrence. Tu es aujourd'hui directeur général de l'AREP. Donc l'AREP, c'est un think tank de la SNCF, filiale de la SNCF. Voilà, on m'explique composé d'urbanistes, d'architectes, d'ingénieurs. Voilà, tu nous diras un peu de quoi il retourne. Tu as beaucoup travaillé sur, peut-être tu es le principal spécialiste de cette table ronde, tu as beaucoup travaillé sur l'impact des technologies. Est-ce que la technologie, ce qui est un peu le thème de la table ronde aujourd'hui, est-ce que la technologie, et à quelles conditions, elle est un allié ou au contraire un ennemi de la transition écologique ou la transition bas carbone, quoi qu'on mette derrière. Et puis enfin Béatrice Kosowski, c'est comme ça qu'on prononce. Vous êtes directrice générale d'IBM. Présidente. C'est pareil. Ah bon, je ne fais que bêtement lire. Donc présidente, mon brief, ouais. C'est mieux. Il paraît que c'est mieux. Et vous représentez un peu la défense, si j'ose dire, là sur cette table ronde, si on veut présenter les choses comme ça. Bien sûr, je caricature, comme tout bon ancien journaliste. Oui, on n'est pas en guerre du tout. Hein. Voilà. Oh. Donc l'idée de cette... Et moi-même, Mathieu Ozano, je suis donc ancien journaliste et je dirige un groupe de réflexion sur la transition énergétique qui s'appelle le Shift Project. Voilà, pour être complet. Mais je me chargerai uniquement d'animer vos débats, peut-être de mettre mon petit grain de sel par-ci, par-là. Je vous propose on a à peu près 1 heure devant nous. Je vous propose un premier tour de table avec une question un peu générique, un peu bateau, mais ça permet de voir un peu d'où chacun de vous parle sur ces sujets. Avec 3, je suis très content de faire cette table ronde parce que vous avez 3 vraiment points de vue sur le sujet très différents. J'espère complémentaires. La première question, pour ce débat en tout cas, la première question, c'est c'est précisément le thème de la table ronde. On peut peut-être commencer par vous, Béatrice. C'est à quelles conditions est-ce que la technologie au sens large, on peut peut-être parler davantage des technologies numériques, est un allié de la transition, et si oui, à quelles conditions? Et puis, je proposerai ensuite à Valérie et à Philippe même thème, même punition, de répondre, vu de leur fenêtre, à cette question, évidemment beaucoup trop large, mais qui va nous permettre de commencer la conversation. Si vous voulez bien... oui, absolument. Déjà, je voudrais quand même féliciter l'initiative de cette cérémonie parce que c'est une première et franchement, bravo. Voilà. bravo et merci. C'est un signe des temps. Oui, non, mais c'est vrai, absolument. Deuxièmement, donc effectivement, oui, on n'est pas en guerre. Je pense qu'on a vraiment besoin de tout le monde et puis aussi de confronter les points de vue parce qu'il y a quand même beaucoup de travail. Alors, par rapport à la question, et moi, je vais vous donner vraiment un témoignage en tant que dirigeante d'entreprise. Vous avez bien compris que je ne suis pas du tout une spécialiste comme vous. La première chose qu'on regarde, c'est l'extrême importance du sujet. C'est-à-dire qu'on ne peut pas du tout s'en désintéresser. Quand on regarde 80% des consommateurs, selon toutes nos études, disent que pour eux, c'est extrêmement important de s'en soucier. Quand on regarde les jeunes talents que nous souhaitons recruter, à plus de 64%, ils vont faire leur choix en fonction des valeurs et en particulier sur ce sujet-là. Alors c'est important pour
nos collaborateurs et c'est important pour les jeunes talents. Et quand on se projette et qu'on annonce notre neutralité carbone en 2030, je veux dire, moi je ne serai plus là, mais il y aura les jeunes talents seront justement aux manettes. Donc on a besoin, nous aussi, en tant que marque employeur, d'être pertinent pour attirer les top talents. Et puis le troisième sujet, c'est bien sûr les clients. Donc on est hyper aligné sur la mobilisation autour de ce sujet. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Donc la première étape, je pense, c'est de reconnaître l'impact, évidemment, du numérique, de l'IT sur le climat. Ça serait évidemment stupide de le nier et de regarder comment on peut le mesurer et comment on peut progresser par rapport à ça. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire neutralité carbone pour IBM à horizon 2030 ? Alors, à horizon 2030, ça veut dire qu'on aura atteint nos objectifs de consommation avec des énergies renouvelables. Déjà, que l'on fixe à 75% en 2025. Donc en fait, on est en avance par rapport aux objectifs qu'on s'était fixés à 2025. Donc c'est pour ça qu'on a relevé la barre. Et puis nos réductions d'émissions de CO2. Alors en fait, nous, on fait beaucoup de travail sur nos data centers, évidemment. Juste pour vous donner un exemple, on doit en avoir de 230 en Europe, on en a 15 en France. Donc là, on a, et c'est le cas par exemple à Montpellier, où en fait on est à 100% en énergie renouvelable. Donc ça, ce sont des choses concrètes, ça a pris du temps, mais voilà, et on continue bien sûr à travailler dessus. Il y a un aspect des technologies. Là, je veux juste prendre, même si on est fondamentalement plutôt une société de services et de solutions maintenant, on fait quand même beaucoup de matériel encore et de supercalculateurs. Mais si vous regardez la technologie, par exemple les grands systèmes, le mainframe, à chaque nouvelle génération, en fait, on baisse de 30% les effets négatifs et on augmente de 30% la capacité et la puissance. Merci. Donc, voilà, ça, il faut continuer absolument à progresser sur cette voie-là. C'est le cas, par exemple, aussi sur les supercalculateurs, où il y a un énorme enjeu, parce qu'on en a besoin, bien évidemment, pour faire les simulations, pour faire les mesures, pour faire de la recherche. Et donc, on ne peut pas s'en passer. Et d'un autre côté, il faut évidemment arriver à contenir les impacts négatifs. Donc ça, je dirais que c'est tout l'aspect, vraiment arriver à rationaliser et optimiser ces technologies fondamentales. Maintenant, l'autre aspect, c'est de dire au contraire, on s'en sert dans le sens vertueux et proactif de la chose, c'est-à-dire les cas d'usage qui vont apporter quelque chose dans la lutte contre le réchauffement climatique. C'est-à-dire ? Donc là, je peux donner des exemples où, dans les Pays-Bas, par exemple, pour les agrégateurs de réseaux, en fait, on fait des plateformes, notamment à base de blockchain, qui permettent en fait, je dirais même de stopper en fait des recharges de voitures électriques ou de batteries. Quelques minutes, il suffit de suspendre 1000 voitures et ça permet d'éviter d'avoir à ressolliciter du carbone. Bon, donc ça fait une énorme différence. Et puis, il y a un agrégat à travers une JV qui regroupe 6 pays européens qui justement s'appuie sur ces types de plateformes de blockchain. Je ne veux pas uniquement parler d'IBM, mais je veux dire ce qui est intéressant, c'est la technologie et en fait de faire vraiment du crowd balancing et pouvoir gérer les flexibilités en utilisant la technologie. On a aussi, je peux vous donner 2 exemples sur lesquels travaillent nos chercheurs. Donc c'est sur les batteries. Voilà, pour avoir des batteries qui soient sans nickel et sans cobalt. Donc là, avec de l'IA et avec du quantum, donc de l'informatique quantique quand même, qui commence à se rapprocher de nous, faut le voir. Et donc c'est très intéressant parce que ça donne quand même des perspectives. Voilà. Je pourrais donner d'autres exemples après, je ne voudrais pas monopoliser. On a le temps, on va pouvoir revenir sur des cas concrets. Voilà. Pardon. Philippe, ces questions-là, c'est souvent des questions de périmètre. De quoi on parle quand on parle de neutralité carbone notamment. Est-ce que tu peux donner ta perspective, toi, sur ces sujets globalement? À quelles conditions on peut dire qu'une techno sert un objectif de décarbonation, peut-être? Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre aussi derrière la transition énergétique. Il faut préciser peut-être un peu les termes du débat. Je te propose de le faire. Oui, alors sur la question, est-ce que la technologie va nous sauver? En fait, j'aimerais bien, mais il faut juste se rendre compte on vivrait à ce moment-là un moment totalement incroyable dans l'humanité. On est d'accord, puisque jusqu'à présent, les technologies ont apporté plein de choses, évidemment, plein de bénéfices. On ne va pas
Voilà, on ne va pas jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est formidable, la médecine, etc. Alors des bénéfices qui sont d'ailleurs peut-être un petit peu mal répartis aujourd'hui sur la planète, mais voilà, c'est indéniable. Et par contre, ça nous a fait enfoncer les limites planétaires sur toute une série de sujets, à commencer par le climat et puis la consommation de ressources, l'effondrement de la biodiversité, etc. Donc là, on serait finalement à un moment tout à fait incroyable. Là, en 2021, tout de suite, je suis vraiment content de vivre dans cette époque plutôt dans une autre. Alors, méfions-nous parce que chaque génération a un peu tendance à remettre le couvert et à avoir l'impression de vivre dans une époque incroyable. Par définition, c'est celle où on est là. Mais là, voilà, les technologies seraient plus polluantes, elles deviendraient au contraire vertes, voire même réparatrices, puisqu'on parle aussi potentiellement de géo-ingénierie, de refaire vivre le mammouth avec l'ADN et je ne sais pas quoi. Et donc, on serait exactement à ce tipping point, je dirais, de point de bascule. Bon, ça virage peut à 180 degrés à 180 à l'heure. Voilà, exactement. Donc, déjà, ça peut rendre un tout petit peu méfiant. Voilà. Alors, il y a 3 choses qui, à mon avis, font qu'il va falloir... oui, bien sûr, on peut faire sans doute appel à un certain nombre de technologies dans un certain nombre de cas d'usage et avec un extrême discernement si possible. Mais il y a 3 effets un peu génériques problématiques avec la technologie ou avec je dirais, la course en avant technologique dans laquelle nous sommes, et comme on le sait, on n'arrête pas le progrès. La première, c'est qu'il n'y a pas juste la dimension du climat, il y a la dimension des ressources. Et donc, on pioche dans les ressources. Alors, on peut inventer la batterie sans nickel ou sans cobalt ou sans je ne sais pas quoi, mais elle est avec autre chose. Enfin, on se déplace toujours un petit peu en substituant. Et on tape dans un stock. Ce stock, d'ailleurs, pour aller le chercher, c'est de plus en plus profond, de plus en plus compliqué. Et globalement, voilà, on a un sujet d'accessibilité et d'empreinte environnementale de l'extraction de ces ressources. Et c'est des ressources qu'on recycle de plus en plus mal au fur et à mesure que la technologie se développe. Tu peux expliquer ça? Pourquoi? Parce que quand on met 40 métaux différents dans un téléphone de plus en plus petit, avec des trucs à l'échelle de quelques milligrammes, voire moins, eh bien, quand on arrive dans le four électrique, ça ne se passe pas très bien. Il y a des incompatibilités métallurgiques, etc. Et donc, pour vous donner un ordre de grandeur, sur la soixantaine de métaux qu'on utilise dans notre système industriel aujourd'hui, il y en a plus d'une trentaine, donc plus de la moitié, qui sont recyclés à moins de 1%. D'accord ? Donc, ils ne sont pas recyclés, en fait. Et en particulier, des métaux qui sont convoqués par les nouvelles technologies. Alors, les fameuses terres rares, mais il y a plein d'autres choses. Je ne vais pas vous égrener les poudres de perlimpinpin, mais qu'on trouve évidemment un peu partout dans les serveurs, dans les data centers, dans les objets composites, dans les nanomatériaux, etc. Donc, on a plutôt tendance à taper dans le stock de manière accélérée à cause de la technologie. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a l'impression un petit peu de dématérialiser sur le CO2, qui va un petit peu moins vite, qui progresse un peu moins vite que le PIB mondial. C'est un découplage relatif, disent les économistes. Ce n'est pas assez, puisqu'il faudrait faire un découpage absolu. Mais sur les métaux, c'est l'inverse. On extrait plus rapidement. Enfin, le taux de croissance est plus rapide que le PIB. On sait aussi que ces métaux sont massivement utilisés dans le numérique. Et il se trouve que le numérique est le secteur d'activité dont les besoins énergétiques au sens large et l'impact carbone en particulier se croît le plus fort depuis au moins 20 ans. Oui, tout à fait. Ça va plus vite que le secteur aérien avant Covid-19. Donc, c'est très, très fort et très, très rapide. Malgré, effectivement, alors je vais y venir parce que c'est les deux autres raisons. Alors, la deuxième question, c'est ce que tu pointais, effectivement. C'est la question de périmètre. C'est le côté un peu systémique du monde dans lequel on vit. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des technologies qui semblent intéressantes à un moment donné, à un endroit donné, parce que on va pouvoir mieux partager, on va être plus efficace, etc. Mais ça peut créer d'autres problèmes ailleurs. Et en fait, ça dépend un peu du périmètre qu'on choisit. Donc, je ne sais pas, on pourra parler des cas d'usage peut-être de la Smart City ou de la voiture autonome, j'en sais rien. Enfin, des choses qu'on voit un petit peu passer dans les promesses technologiques de villes un peu apaisées, à la fois numériques et humaines. On verra comment on fait ça, je ne sais pas trop. Bon, mais en fait, voilà, s'il faut installer la 5G pour ça, quel est le rapport réel coût-bénéfice ? Extrêmement difficile à imaginer parce qu'évidemment, la partie coût est déjà un peu difficile. Alors, la partie bénéfice est encore plus complexe. Donc en fait, on a un petit peu ça partout. On a ça sur la voiture électrique. La voiture électrique, ça dépend combien de fois on l'utilise, combien de kilomètres elle fait, quel est son degré d'autonomie, donc combien de batteries elle embarque. Est-ce que les batteries viennent d'une gigafactory polonaise ou de France? Enfin, il y a plein de choses comme ça. Et donc, du coup, globalement, je dirais que le grain est mélangé à l'ivraie et qu'on a sans doute plein de fausses bonnes idées qui sont mélangées avec des bonnes idées et que c'est assez difficile de décortiquer ce que sont les bonnes ou les mauvaises idées. Et le troisième sujet, c'est malheureusement, j'étais content d'entendre le truc sur les supercalculateurs, c'est-à-dire le moins 30% et plus 30%, c'est la question de l'effet rebond.
C'est-à-dire que toute l'histoire technologique de l'humanité, c'est on fait des choses de plus en plus efficaces, indéniablement, ne serait-ce que parce que c'est plus économique de consommer moins de matière, de consommer moins de ressources, moins d'énergie. Et donc, on est de plus en plus efficace et les technologies sont de plus en plus efficaces. Mais l'efficacité matérielle crée une efficacité économique. Et cette efficacité économique, elle crée un effet rebond, c'est-à-dire qu'elle fait augmenter le volume. Et donc, globalement, eh bien, chaque geste unitaire va effectivement moins consommer. Chaque calculateur peut-être va moins consommer. Chaque octet transporté par le réseau va moins consommer. Mais on va transporter évidemment beaucoup plus d'octets. On va faire beaucoup plus de calculs, etc. etc. Ouais, il faut en dire un mot. Cette notion d'effet rebond, elle doit être comprise quand on aborde ces questions-là. C'est Stanley Jevons, qui est un des pères je vais essayer de le résumer rapidement, qui en 1865 a constaté que tiens, c'est intéressant, on fait des machines à vapeur plus efficaces et pourtant on consomme plus de charbon. Alors voilà, je pense qu'on a un public qui a sans doute déjà compris ça, mais on va le rappeler d'un mot. Quand on fait un objet technique qui a un meilleur rendement énergétique, on peut se servir de cet objet pour un train qui est une locomotive qui est plus efficace. On a envie de la faire aller plus vite ou tirer plus de wagons. Et dans le cas du numérique, de fait, c'est une super machine à faire de l'effet rebond, en quelque sorte. C'est une fabuleuse machine à faire des progrès technologiques. Et je pense que l'exemple des data centers est très bon avec vous savez, le ratio de PUE, c'est-à-dire le pourcentage de l'énergie qu'on met dans les serveurs et le pourcentage qu'on met pour les refroidir. On est maintenant très très proche de 1. Il y a des data centers hyperscale, etc. Donc il y a eu beaucoup de progrès. À mon avis, ces progrès vont peut-être un peu se calmer dans un certain nombre de cas. Peut-être pas s'il y a l'ordinateur quantique, on verra, mais quand même un petit peu on a gratté la viande et il reste un peu l'os, pour reprendre une expression que tu aimes bien sur d'autres sujets. Mais bon, voilà, il y a ce progrès phénoménal. Enfin, il y a juste à regarder combien coûte un ordinateur et combien on peut stocker sur un disque dur. Grosso modo, c'est la même chose avec les data centers et autres. Et malheureusement, l'effet rebond est lui aussi gigantesque, puisque grosso modo, on va dire qu'on multiplie par 2 tous les 18 à 24 mois la quantité de données qu'on produit, qu'on échange, qu'on stocke, qu'on calcule. Et a priori, c'est attendez une seconde. Quand on parle de la 5G, juste pour bien poser les termes du débat, c'est parce qu'on a des ordinateurs qui sont plus compacts et beaucoup plus efficaces qu'on peut faire de la vidéo à haut débit dedans, quelque part, si j'y vais à grands traits, quoi. Oui, mais alors après, du coup, on viendra sur l'utilité de ce gâchis ou de cet effet rebond pour partie. Parce que quand on termine avec des vidéos 8K qu'on regarde sur un écran qui est grand comme ça se pose la question, on a largement déjà dépassé la résolution de l'œil humain, y compris en nombre de couleurs, pas juste en nombre de pixels. Il y a plus de couleurs dans les vidéos que ce qu'on est capable de détecter. Donc finalement, à quoi sert cet effet rebond, à part effectivement de la différenciation marketing ou des choses, finalement un espèce de système qui tourne un peu tout seul. On va y revenir, parce que c'est un peu l'objet du débat. On fait un premier tour là. Donc je voudrais donner la parole à Valérie Vincent-Delmotte. Comment est-ce que vous regardez ces enjeux-là? Alors vous avez plusieurs perspectives possibles. D'abord comme spécialiste du diagnostic. C'est ce que je voulais faire, exactement. Voilà. Donc, dans mon domaine, en fait, avant de parler thérapie, peut-être. Pour les sciences du climat, la technologie joue un rôle clé. Être capable d'observer le système Terre depuis le fond des océans jusqu'en haut des montagnes, depuis l'espace, de traiter les grands jeux de données, être capable de comprendre les processus en mobilisant l'ensemble des connaissances. Et puis tous les enjeux de modélisation du climat à l'échelle globale, mais aussi à l'échelle régionale. Tout ça repose sur des progrès technologiques variés. Et d'ailleurs, en fait, le monde de la recherche réfléchit lui-même à sa propre empreinte environnementale. Il y a par exemple un collectif qui s'appelle Labo 1.5 qui mobilise le personnel de la recherche académique pour développer des outils de diagnostic et qui développe une réflexion pour finalement continuer à produire des connaissances, partager des connaissances, c'est notre métier, tout en réduisant l'empreinte carbone ou l'empreinte environnementale de nos activités de recherche. Donc on est à la fois objet et sujet de ce point de vue-là. Et donc moi, je vous remercie de cet événement et je pense que les ingénieurs ont un rôle clé à jouer dans le fait d'apporter des solutions aux enjeux climat. Ces solutions, elles sont sur plusieurs dimensions. La première dimension, c'est s'approprier les éléments scientifiques. Donc un peu de publicité. Je finalise la préparation du rapport du groupe 1 du GIEC qui porte sur les bases physiques du changement climatique. Donc où on en est sur l'état du climat, qu'est-ce qui est observé, même par rapport à un temps long. Quel est le rôle des activités humaines dans ce qui est observé, quelles sont les évolutions anticipées à court, moyen et très long terme du fait de l'influence humaine sur le climat, donc en explorant un ensemble de futurs plausibles. Quelle est l'information qu'on peut fournir en appui à la gestion de risques, par exemple sur des événements à faible probabilité d'occurrence mais fort impact. Donc c'est vraiment tendre la main vers le monde des décideurs qui ont besoin de cette information-là,
pour leurs investissements stratégiques, pour leurs usines, pour leurs chaînes d'approvisionnement. Et puis, il y a aussi quelle information régionale on peut finir, parce que finalement, l'information globale, elle est intéressante, mais là où on vit, on a besoin de choses très fines. Il y a vraiment des ruptures de connaissances en ce moment pour analyser quels sont finalement les facteurs d'impact sur des tendances moyennes, sur des événements extrêmes, ponctuels ou composites, sur le fait de dépasser certains seuils qui vont affecter par exemple la demande de refroidissement, la demande de chauffage, qui vont affecter les activités agricoles, la gestion de l'eau, la gestion des forêts. Donc ça, c'est ce sur quoi je travaille. Ça mobilise des chercheurs du monde entier et ce rapport sera disponible l'été prochain. Et vraiment, j'espère que les jeunes générations d'ingénieurs vont s'approprier ces éléments scientifiques qui sont importants pour ancrer la prise de décision sur la question climat, sur la réalité d'un climat qui change. Après, donc, sur les solutions pour faire face à un climat qui change une fois qu'on a l'information scientifique. Déjà, ce que vous dites, c'est qu'il y a besoin de beaucoup de techno pour derrière produire ça, cette pour information. faire ce diagnostic. Tout à fait, ça c'est ce que je voulais dire. Et on peut aussi réduire l'empreinte environnementale de tous les aspects avec l'aide des industriels qui produisent ces technologies de calcul, d'observation satellitale. Les déplacements aussi, non ? Voilà. Oui, bien sûr. Mais par exemple, dans un laboratoire comme le mien, ce n'est pas les déplacements qui pèsent le plus, étonnamment, c'est les achats courants. Et donc, les enjeux que l'on a sont les mêmes partout, quel que soit le secteur d'activité. Finalement, les déplacements professionnels, c'est le plus facile. Le reste, sur les achats, les cahiers des charges, c'est beaucoup plus diffus. Je pense que vous avez les mêmes enjeux sur votre empreinte carbone d'un bureau d'études ou bien d'une entreprise. Donc après, sur les solutions vis-à-vis du changement climatique, quelles sont-elles ? Donc on va avoir un climat qui va continuer à changer. Ce n'est pas parce que le climat a de l'inertie lui-même, c'est parce que les voitures qu'on vend aujourd'hui, les centres de calcul qui existent aujourd'hui, les usines qui existent aujourd'hui, les dispositifs de chauffage, les pratiques agricoles ont une inertie. Et même avec la plus forte ambition de transformation qui existe, le temps de renouvellement est tel qu'il y aura de toute façon des émissions de gaz à effet de serre dans les décennies à venir. Si on va de manière ambitieuse vers la neutralité carbone partout dans le monde et qu'on maîtrise les autres gaz à effet de serre, on peut arriver à limiter l'ampleur du réchauffement et à faire en sorte qu'il se stabilise en gros autour de 2050. Si ça n'est pas le cas, ça s'amplifiera. Voilà, donc ça, c'est les enjeux climat. Et donc, il y a une nécessité de solutions qui sont en partie technologiques pour vivre dans un climat qui change en préservant finalement chacun d'entre nous les choses stratégiques, la sécurité en eau, la sécurité alimentaire, les infrastructures critiques. Et donc, pour ça, il y a des besoins de technologie au service de ce qu'on appelle l'adaptation, pour diagnostiquer les vulnérabilités, les expositions, et dans chaque secteur d'activité, parvenir à agir sur les expositions, les vulnérabilités, et dans certains cas, ce qui va provoquer des dommages. Donc là, il y a vraiment besoin de progrès majeurs dans tous les secteurs d'activité. On n'est pas du tout à la hauteur des enjeux. Le secteur le plus en pointe, c'est celui de la gestion de l'eau. Normal, c'est stratégique. C'est à peu près 80% des projets d'adaptation qui existent. Mais il y a besoin de les décliner très largement. Et c'est un boulevard pour des compétences d'ingénieurs. Après, le deuxième volet, bien sûr, c'est non pas agir sur les conséquences, mais agir sur la cause, c'est-à-dire les émissions de gaz à effet de serre. Donc, les enjeux sont de parvenir à décarboner d'abord le secteur de l'énergie, donc l'électricité, le chauffage, les transports. Ensuite, d'agir pour une baisse vraiment majeure des émissions de gaz à effet de serre autour des villes, de la gestion des villes, du fonctionnement du métabolisme des villes, avec des solutions technologiques importantes pour l'économie circulaire, l'efficacité énergétique. Il y a les enjeux qui portent sur le secteur de l'agriculture, de la gestion des terres, de l'alimentation. Et dans son ensemble, en fait, le système alimentaire, depuis la ferme jusqu'à la poubelle, en passant par nos assiettes et toute la transformation, c'est à peu près 30% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Donc c'est un secteur particulièrement important. Puis il y a bien sûr toutes les transformations dans le secteur industriel qui sont indispensables. Et ça veut dire qu'on a besoin d'innovation technologique partout, avec des ruptures qui sont là. On a parlé d'énergie renouvelable, on a parlé de batteries, de véhicules, d'électrification des véhicules. Les solutions, elles sont là, en fait. Il faut les déployer plus vite, mais elles sont déjà là. Mais il y a des secteurs très durs à décarboner, sur l'industrie lourde, sur l'aérien. Donc là, il y a vraiment besoin de faire une R&D de fond pour construire des solutions qui pourraient être déployées au fur et à mesure du temps. Donc là, c'est vraiment un effort majeur qui est nécessaire partout, dans tous les secteurs. Et en prenant en compte des méthodes d'analyse en cycle de vie pour ne pas tomber dans le piège de fausses bonnes idées qui masquent des effets indirects sur les filières d'approvisionnement. Donc la première chose, c'est innovation technologique. La deuxième chose, c'est innovation sociale. Parce que si on veut vraiment avoir un développement soutenable, il y a des enjeux de consommation, de maîtrise de la demande clés. Dans le secteur de l'énergie, donc une forme de sobriété énergétique, quand on a le luxe d'avoir assez d'énergie,
une forme de sobriété sur les matériaux non renouvelables, on en a parlé tout à l'heure, et puis une forme de sobriété sur la demande en protéines animales, en particulier pour l'alimentation, là où on en mange trop, avec des enjeux de santé et des enjeux environnementaux qui en fait vont dans la même direction. Donc ce n'est pas simplement une histoire de système de production, c'est aussi une histoire de transformation plus profonde de la demande, des styles de vie, des modes de consommation, qui touchent à d'autres choses que la seule technologie. Mais là-dedans, la technologie en elle-même est un enjeu. Vous avez très bien dit qu'il faut beaucoup de recherche, à la fois pour comprendre ce qui se passe pour le climat et aussi pour avoir une gestion des systèmes complexes optimale pour limiter. Mais la question, c'est aussi la question des usages de ces technologies. Et donc, comment on arrive à avoir, par exemple, des ingénieurs qui vont travailler avec des spécialistes de sciences sociales pour comprendre justement les déterminants de la demande et la manière de transformer les choses de manière intelligente, soutenable, juste. Ça demande des compétences qu'on n'a pas nécessairement dans les formations classiques. C'est vraiment des enjeux qui sont croisés, qui sont très importants. Donc, innovation technologique, innovation sociale, c'est comme ça que je le décris, pour faire un mot un peu simple. Le troisième volet, c'est où la demande va augmenter le plus. Mais c'est là où en fait va avoir lieu la croissance économique partout dans le monde. C'est essentiellement dans les économies des pays émergents, des pays en développement. Donc là, il y a des enjeux à ce que les solutions bas carbone soient abordables. C'est pour ça que je parle d'innovation frugale, c'est-à-dire des choses simples, faciles à réparer, bien conçues, qui puissent être abordables dès qu'on a des revenus suffisants. Ça, c'est un enjeu qui est fondamental. Parce que si en fait les solutions qu'on déploie dans les pays riches ne sont pas abordables, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce que ce sera perçu comme non juste chez nous. Et ça n'entraînera pas à grande échelle les transformations des modes de consommation, finalement. Il y a déjà ces outils-là. En Inde, tout le monde a un smartphone en Inde, ça y est, pas tout le monde, mais une large partie de la population est déjà équipée. Regardez par exemple sur les véhicules électriques. Je crois qu'une des ruptures qui se fait actuellement, c'est en Chine, la 4L électrique. C'est-à-dire des véhicules tout petits qui répondent aux besoins de mobilité dans les villes de taille moyenne pour des familles avec 2 adultes, 1 ou 2 enfants, qui sont vendus très bon marché. Et qui ne sont pas un produit de luxe, qui sont un produit vraiment qui répond aux besoins dès qu'on peut s'acheter un véhicule. Donc c'est penser les choses autrement, c'est penser quels sont les besoins et comment faire en sorte que ces besoins puissent être résolus par des solutions bon marché, frugales et qui limitent au maximum l'empreinte matériaux, l'empreinte énergie, etc. Voilà, donc c'est penser les choses autrement. Et puis la dernière chose sur laquelle on n'a pas parlé, c'est le fait qu'il n'y a pas que des solutions technologiques, il y a aussi des solutions qui sont fondées sur la nature. Et c'est un point qui est extrêmement important. Donc préserver, restaurer les écosystèmes, restaurer les terres dégradées, faire en sorte de vivre avec un niveau des mers qui monte, avec un risque de submersion côtière qui augmente, tout en préservant les écosystèmes côtiers. On a des solutions sur la restauration, la préservation des écosystèmes côtiers. On a des solutions pareilles pour la gestion de l'eau, par la restauration des zones humides, qui ne sont pas des solutions purement technologiques, qui sont des solutions fondées sur la nature, avec des bénéfices à la fois en termes d'écosystèmes, de biodiversité, de services que ces écosystèmes nous rendent, qui souvent, sous un angle purement économique, sont tout à fait pertinents. Et donc, il y a aussi cette question de ne pas opposer, je dirais, technologie et solutions fondées sur des écosystèmes, mais d'arriver à construire les solutions qui sont les plus pertinentes dans chaque contexte, en n'ayant pas une seule case d'analyse. Et c'est pour ça que, par exemple, la grille d'analyse des objectifs du développement durable, on s'en est une parmi d'autres, mais elle est vraiment pertinente quand on se pose la question de ce qu'on veut construire, parce qu'elle permet de voir le profil de chaque option, de chaque choix. Il y a des choses qui sont très bien pour le climat, mais pas forcément terribles pour le reste. Et je termine sur ce point-là. Donc, par exemple, dans les approches de la neutralité carbone, on a parfois tendance à vouloir avoir des actions dites de compensation. Et c'est particulièrement important d'être vigilant sur, par exemple, l'utilisation de terres pour produire de la bioénergie ou bien l'utilisation de terres pour de l'afforestation, parce que certaines solutions qui peuvent sur le papier sembler bien pour le climat, en réalité, dans la pratique, peuvent être très toxiques pour la biodiversité quand c'est des monocultures à grande échelle et pour les droits des populations locales. Donc ces grilles d'analyse qui permettent de réfléchir dans plusieurs dimensions, c'est vraiment important d'arriver à se les approprier, même dans des cursus d'ingénieurs, par exemple, sur des études de cas, ça permet de se poser des bonnes questions. Parce qu'en fait, les réponses, on ne les a pas nécessairement, mais d'arriver avec un esprit critique en se posant les bonnes questions et en trouvant des choses qui peuvent être parfois les plus résilientes, pas forcément les plus rentables à court terme, mais les plus résilientes devant l'incertitude dans laquelle on est. Il y a une incertitude assez grande. On peut parler du contexte de la pandémie, mais même sur l'évolution du climat, il y a aussi une incertitude qui reste là, qui est importante. Trouver les solutions qui soient les plus résilientes et qui cochent les plus de cases demande de penser les choses complètement différemment.
Merci beaucoup Valérie. Vous êtes allé beaucoup plus loin que ce que j'espérais. Là, vous venez de nous dresser un programme de travail pour cette génération d'ingénieurs et sans doute pour celle d'après, et peut-être même pour celle encore d'après. Il y a énormément de choses dans ce que vous venez de décrire. Je voudrais simplement proposer à Béatrice et à Philippe de prendre dans cet énorme champ de travail ce que vous retenez peut-être spontanément, toujours en gardant le fil rouge de cette conversation qui est la place et le rôle de la technologie dans tout ça. Peut-être Béatrice. Oui, merci beaucoup Valérie. Oui, j'ai beaucoup aimé aussi la partie innovation sociale. Et je pense qu'effectivement, il faut aussi se servir des nouveaux modèles de mobilisation, de sollicitation et de réflexion de toutes les personnes, quelles qu'elles soient. Hein. Je veux dire, qu'elles soient dans une logique Smarter Cities, ou que ce soit des étudiants, ou que ce soit... Je voudrais partager avec vous une expérience qui va un peu dans ce sens-là, qu'on appelle Call for Code. Donc en fait, on a lancé ces initiatives depuis 2018. L'idée, c'est de faire appel au niveau mondial à des développeurs. Alors il y a 100 000 développeurs qui participent pour traiter des sujets graves de l'humanité. Et en 2020, il y a eu 15 000 solutions qui ont été remontées par ces développeurs, qui ont trait soit au sujet d'environnement, soit au sujet sanitaire. D'accord ? Et je voudrais juste partager avec vous, dans les 5 finalistes, il y en a 2 que je trouve super intéressants. Et ceux qui ont gagné, c'est la plateforme Agroli en Asie-Pacifique, qui est en fait une plateforme d'agriculture intelligente qui connecte au niveau mondial les agriculteurs, qui leur permet d'accéder à des données qui viennent de Weather Company, donc très intéressantes pour ça, sur les emplacements, sur la maturité et des plantations, des données de la NASA. Et en fait, ça leur permet d'accéder à des financements et augmenter leur performance. Donc ça, c'est intéressant. Alors nous, on leur donne de la technologie, de l'expertise et des financements. Mais je trouve que là, c'est intéressant parce qu'on repart en fait de besoins qu'on n'aurait peut-être pas vus sous cet angle. Et un autre exemple qui aussi résonne par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, là, c'est un plugin. Donc c'est en fait dans un navigateur. Ça, c'est une solution qui a été développée pour le Canada, qui vise en fait, pour chaque personne qui est en train de faire un achat en ligne, à lui mesurer en fait l'impact qu'elle a. Et ça, je trouve que c'est très bien parce que par rapport à l'enjeu qu'on a de faire évoluer les comportements et la prise de conscience et d'essayer un peu de piloter les gens vers des approches plus vertueuses, voilà, c'est ce genre d'approche qui est intéressante. Et là, on mobilise clairement l'intelligence collective à travers le monde. Philippe ? Ouais, il y avait beaucoup de choses dans l'intervention très riche de Valérie, donc je ne vais pas réagir sur tout. Tu la digères encore, tu es encore en train de digérer. Absolument, mais il y a peut-être quelques points sur lesquels je voulais peut-être réagir pour faire grincer un peu, pour lancer un peu le débat. Bon, d'abord, tu as mentionné qu'il y avait beaucoup de solutions qui existaient dans plein de domaines, effectivement. Tu as parlé de la mobilité, tu as parlé des petites voitures, etc. Et puis tu as dit, bon, dans l'industrie lourde, on va faire de la R&D. Bon, on a fait la même école, donc je ne vais pas te faire la leçon, mais il y a un moment où quand tu transformes de l'oxyde de fer en fer, ou quand tu transformes de l'oxyde d'aluminium en aluminium, ou quand tu fabriques du clinker pour faire du ciment à partir de carbonate de calcium et que tu fais un monooxyde de calcium, où tu es obligé de passer par certaines gammes de température et par certaines consommations et par quelques équations chimiques rejetant du CO2 qui fait que voilà, il y a un moment où voilà, on n'aura pas des solutions à tout et que il faudra en passer forcément à ce moment-là par une sobriété forcément volumique, en disant pourquoi j'utilise tant de ciment, bon Dieu, pourquoi j'utilise tant d'acier de première monte, si je puis dire, et pourquoi voilà. Et donc une fois que tu tombes là-dessus, eh bien tu tombes sur des questions de oui, c'est super, je vais pouvoir éco-construire tout en bois. Mais là non, avec le nombre de mètres carrés qu'on construit et les trucs qu'on fait, même si on a des performances fabuleuses dans la construction bois maintenant et qu'on monte à R plus 11 ou 13 ou je sais pas quoi en structure, oui, s'il fallait construire tout ce qu'on construit en ciment demain en bois, on va avoir un petit problème. Donc ça, on va convoquer quand même assez vite la question de la sobriété. Ensuite, un deuxième sujet sur lequel je voulais réagir, c'était la question du rôle des ingénieurs. Je suis tout à fait d'accord. Je suis ravi également de venir inoculer le vaccin, la première dose ou la deuxième dose de vaccin. Avant, je disais inoculer le virus, mais depuis 2019, je ne le dis plus. Donc,
voilà, pour un petit peu se picouser à la nécessité de la sobriété et de la frugalité. Merci pour le mot que tu as mentionné. Mais juste pour dire, je suis parfaitement d'accord et je vous rejoins tout à fait sur le fait que le temps du greenwashing est terminé ou se termine. C'est-à-dire que jusqu'à présent, peut-être, on faisait des rapports en développement durable, des trucs. Bon, il y avait des différentes entreprises, je ne stigmatise personne. Mais là, maintenant, pour vraiment effectivement attirer et retenir les talents, il va falloir faire les choses pour de vrai, avec une vraie sincérité et un vrai engagement. Je vous rejoins tout à fait sur ça. Le problème, c'est que l'ingénieur, c'est un peu comme le designer, d'une certaine manière, dans les entreprises. Il est un peu coincé avec plein de gens autour, quoi, qui s'appellent des commerciaux, qui s'appellent des financiers, etc. Et qu'une entreprise, qu'on le veuille ou non, c'est une organisation fabuleuse qui optimise sous contrainte. Et sous contrainte dans un écosystème donné qui sont les fournisseurs, les clients, les concurrents, le dispositif réglementaire, fiscaux. Des fois, on les optimise un peu, tout ça. Bon, mais et que, voilà, à un moment, personne ne va se faire harakiri. C'est difficile de se faire harakiri. Il y a de la destruction créatrice schumpeterienne, mais on n'aime pas ça, quoi. Enfin, les entreprises, elles bougent parce qu'il faut bouger, quoi, d'une certaine manière. Et d'un point de vue sociologique, on pourrait dire dans les entreprises, au bout d'un moment, c'est peut-être parce que je vieillis un peu, mais c'est toujours pénible de bouger et de faire de la disruption permanente. Donc, la question, c'est de dire, voilà, si les paramètres autour ne bougent pas, les paramètres de la commande publique, les paramètres du marché qui est créé par la puissance publique, puisque c'est la puissance publique qui crée les conditions du marché. Il n'y a pas un marché qui tombe du ciel comme ça, comme dans Adam Smith. Tout ça, c'est créé. Eh bien, ça va être très, très difficile et on va se retrouver un peu coincé. C'est-à-dire que même un patron ou une patronne qui serait totalement motivé pour faire vraiment du développement durable et dire ça, j'arrête de faire ça, je développe ça, c'est moins rentable, mais je vais y aller quand même, je ne vais pas faire pareil que le concurrent, eh bien, prend des risques énormes, va peut-être se faire débarquer par son actionnaire, ça arrive. Le capitalisme régulé est une course d'obstacles. Et quand bien même on ne se ferait pas débarquer par ses actionnaires qui auraient vu leur intérêt bien compris en disant, ah là là, en 2050, se fera débarquer peut-être par ses syndicats, je ne sais pas, par les questions d'emploi. Enfin, il y a plein de choses qui sont chargées derrière. Donc le rôle de l'ingénieur, c'est politique, c'est ça que tu nous dis. On peut se mettre des trucs sur les petites épaules, mais au final, c'est politique. Une course d'obstacles. C'est aussi politique. Voilà. Et donc, troisième remarque, c'était sur la question, je vous rejoins tellement sur la question des solutions qui ne sont jamais techniques ou technologiques, elles sont toujours socio-techniques. Elles embarquent la question des usages, elles embarquent la question du client. Donc, c'est aussi comportemental, c'est donc aussi culturel, c'est organisationnel quand on pense à la question des circuits courts, du métabolisme des villes, la possibilité de partager le patrimoine existant, etc. Patrimoine au sens patrimoine bâti. Bon, tout ça, c'est effectivement pas de la techno, c'est du comportemental et du social. Mais voilà, là encore, ça peut pas être juste. Il peut y avoir des très belles aventures industrielles avec des marchés de niche, des trucs qui se développent, peut-être des segments de marché où il y a des gens qui ont envie, qui vont valoriser cette question verte ou je sais pas quoi. Mais globalement, là encore une fois, si les règles du jeu bougent pas, ça sera difficile d'en faire autre chose que quelque chose de marginal. Et donc, il me semble qu'il faut vraiment qu'on réfléchisse à une évolution profonde du modèle. Et pour reprendre l'exemple des petites voitures en Chine, je suis ravi qu'ils aient des petites voitures électriques, si tu veux, mais... Tu préférais qu'ils soient en vélo? Tu aurais préféré qu'ils restent en vélo? C'est très difficile de dire ça, puisque éventuellement, moi j'ai une voiture, enfin non, j'en ai pas, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est facile de donner des leçons. Donc non, bien sûr, mais effectivement, je préférais d'abord qu'ils soient avec un vélo électrique, peut-être, ou assistance électrique, qui sera beaucoup moins consommateur d'énergie et de ressources que la petite voiture. Mais c'est surtout de se dire, on n'a pas de leçons à donner aujourd'hui, on le voit bien à travers les COP, on n'est pas crédible. Je préférais qu'on amorce une civilisation, enfin un virage de sortie de la civilisation de la voiture, qui de toute manière sera nécessaire à terme, et qu'on démontre aux pays émergents qu'en fait ça nous rend plus heureux, que ça peut être une civilisation du plein emploi, d'un truc local, etc., où on peut se déplacer, mais pas tout à fait de la même manière qu'aujourd'hui. Et je veux dire, dans les années 60, le Français moyen, il consommait 4 fois moins d'énergie que le Français moyen d'aujourd'hui. 4 fois moins. Est-ce que les années 60 ont été plus malheureuses pour ceux qui les ont vécues? Moi, je ne les ai pas vécues. Et 3 fois moins de métaux. C'est un des trucs que j'ai appris en lisant L'âge du low-tech, l'excellent bouquin que tu as écrit. On utilisait 20 éléments de la tête de Mendeleïev dans les années 60. En diversité, ouais. Ouais, en diversité d'éléments, et 60 aujourd'hui. Donc voilà, c'est ça la question en fait. C'est qu'est-ce qui nous rend heureux ou pas heureux, et quel est le modèle économique qu'on projette sur tout le monde. Et si on reste sur un modèle économique qui sera finalement de dire on se déplace toujours autant avec des voitures, etc., même si en covoiture, parce qu'il y aura de l'effet rebond, il y aura plein de choses, même avec des hyperloops, parce que quand il y aura 30 minutes entre Marseille et Paris, les Marseillais viendront bosser à Paris ou le contraire. Donc voilà, comment on fait pour inventer un autre modèle et le projeter, enfin pas le projeter, c'est que tout le monde invente son propre modèle, parce qu'il y a aussi la question évidemment de
du fait que tout ce projet, il faut aussi avoir une échelle et qu'il y a des solutions qui sont locales, qui marcheront à un endroit, qui ne marcheront pas à un autre. Bon, vous allez très très vite, on avance, c'est fulgurant ce débat. Donc on a fait déjà 4 ou 5 étapes. Alors justement, on va faire un petit point de sonde. On avance très très vite. Donc on est passé de la techno à l'éthique et aux politiques très très vite. Donc c'est intéressant puisque la question est ici posée dans une enceinte d'ingénieurs. Donc on va essayer de revenir un cran en arrière. Et je vais faire un point de sonde. Je vais vous poser à tous les trois la même question très simple. Et j'en ai une autre derrière très simple aussi, une bonne question de journaliste qui simplifie à outrance le problème. Mais bon, chacun sa discipline, hein, chacun son école. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas sur le fait que toute chose égale par ailleurs, on va parler en ingénieur, toute chose égale, ou en scientifique, toute chose égale par ailleurs, plus de techno, a priori, ou toute chose égale par ailleurs, ça a tendance à complexifier l'équation qu'à la résoudre. L'équation étant celle de à la sortie. On va dire, on va en prendre une simple. On va même pas parler de transition écologique parce que je ne sais pas quoi mettre là-dedans. Mais revenons sur la transition bas carbone. Plus de techno, toutes choses égales par ailleurs. Est-ce que ça complexifie le problème, Valérie, ou est-ce que ça le simplifie? Je ne sais pas répondre à cette question en fait. Honnêtement, je ne sais pas répondre à cette question. Et en écoutant les remarques précédentes, finalement, ce que je me disais, c'est peut-être le point qui était commun. C'était aussi de dire faire confiance à l'intelligence collective. Vous avez donné quelques exemples. L'accès à l'information, c'est pour moi quelque chose de fondamental. Et quand vous parlez avec vos voisins, avec la plupart des gens, le plus difficile sur le fait d'aller vers un monde bas carbone, c'est que les émissions de gaz à effet de serre sont invisibles. Pour chacun des choix quotidiens qu'on fait, on ne le voit pas. Donc, ne serait-ce que d'arriver à donner l'information à chacun, donc dans une entreprise, pour les cahiers des charges, pour les pouvoirs publics, pour les individus, ne serait-ce que parvenir à faire ça et miser sur l'intelligence des gens, je pense que ce serait quelque chose qui serait extrêmement moteur. Mais pour le faire, le lien avec la technologie. Mais pour le faire, on a besoin de technologie. On a besoin de technologie pour pouvoir tracer justement le long des chaînes de production, pour les analyses en cycle de vie, pour communiquer l'information à chacun. Vous avez donné des exemples au moment de l'achat, il y en a plein d'autres de ce type-là. Communiquer l'information, non. Pour acquérir l'information, je suis d'accord que... Pour produire l'information, la suivre, la faire évoluer en temps réel, compte tenu des chaînes d'approvisionnement qui changent tout le temps en fait. Ce n'est pas quelque chose qui est figé. Et pour la rendre accessible au bon moment, il y a aussi besoin de technologie. Voilà. C'était juste pour rebondir sur ce que vous aviez dit tout à l'heure. Philippe, tu es d'accord avec ça? Je vous donne la parole, Béatrice, ensuite. Pas forcément tout à fait. Alors je réponds à la question d'abord ou pas? Je fais ça en une ou deux phrases, promis. Oui. Ouais. Donc, ta question n'est pas facile du tout, donc effectivement, je rejoins Valérie sur le fait que, oulala, mais je vais citer la pensée de Jacques Ellul, en fait. Parce que la première question, c'est en fait, est-ce que la technologie, elle est bonne ou elle est mauvaise, hein? On entend souvent ça. Et puis, tout le monde répond à peu de choses près. Non, elle est neutre. Hein. Non, mais là, on parle de techno. Quand je dis plus de techno, je parle vraiment à un niveau quantitatif. Si je rajoute plus de trucs à brancher au bout de la prise. Oui, d'accord. Alors, parce que c'est parce que je mets dans le mot technologie en fait. Ouais, moi j'étais plutôt d'accord. Moi j'étais sur aussi le niveau de progrès de cette technologie, quoi. Beaucoup plus simple que ça. J'essaie de vous ramener à des choses. Donc sinon la bonne réponse, c'est la technologie n'est ni positive ni négative ni neutre. Hein, Jacques Ellul disait la technologie elle est ambivalente, elle est toujours à la fois positive et négative. Et on peut pas avoir, c'est ça le malheur aussi de l'humanité, que les côtés positifs d'une technologie. Vous avez Internet. Vous avez Wikipédia et la possibilité de s'envoyer plein de trucs pour faire des rapports mondiaux. Vous avez aussi le darknet et le harcèlement sur les réseaux sociaux, quoi. C'est très difficile de séparer le bon grain de l'ivraie à nouveau. Donc ça, c'est un peu On mesure les trucs en joule. J'essaie de vous ramener ça. Alors, du coup, non, mais sur la question, en fait, ce que je pense, c'est que plus on met des couches de technologie, plus il y a un côté black box dans la société, effectivement, de se dire finalement, je maîtrise pas vraiment ce qu'il y a derrière. Et d'où l'appel peut-être à dire bah oui, il faudrait que j'essaie de tout tracer. J'ai une petite anecdote alors, qui est un peu vieille, mais c'était un grand magasin de bricolage très engagé dans le développement durable qui s'était lancé dans des ACV. Alors ils avaient fait des ACV de la perceuse, ils avaient pris 5 produits, ils avaient mis 6 mois ou 1 an à faire l'ACV pour les tracer, tous les sous-traitants, les sous-traitants de sous-traitants jusqu'au fin fond de l'Asie. Et ils étaient contents, ils avaient récupéré l'ACV de 5 produits. Je crois qu'ils avaient des dizaines de milliers de références. Et la première question, c'est pourquoi est-ce qu'on va acheter une perceuse ? Parce que le taux d'équipement des perceuses en France est largement suffisant pour, si on était capable de se la prêter, sachant qu'elle doit à peu près être utilisée 30 minutes par rue, an. En fait. Hein? Il en faut une par rue à peu près. Oui, c'est ça, j'en sais encore. rien. Donc c'est des magasins, c'est des trucs des maisons du recyclage et du bricolage ou je sais pas quoi. Mais donc voilà. Donc moi je ne crois pas. Enfin j'ai beaucoup de mal à croire à la possibilité d'aller tracer, même avec beaucoup d'IoT,
d'atteindre des objets, même avec beaucoup de données derrière, etc., d'aller tracer le monde qui change à une telle vitesse, jusqu'à être capable de dire chaque geste unitaire, voilà en gros ce que ça me consomme en carbone. Ce qui serait l'idéal, évidemment. Mais le problème, c'est qu'en fait, il y a toujours une clé d'allocation. Il y a toujours une question de dire, j'ai un bureau, puis j'ai différentes activités, j'ai différents clients, voilà, puis je consomme tant de kilowattheures au mètre carré dans mon bureau. Comment je l'alloue ça? J'alloue ça au chiffre d'affaires, j'alloue ça au poids quand c'est la question des agrocarburants. Est-ce que je le mets dans le tourteau de soja ou est-ce que je le mets dans le biodiesel de la graine? Et on peut faire plein d'erreurs, d'une certaine manière, dans les ACV, et il y a plein de choix qui sont à réaliser. Pour tracer et pour suivre. Moi, je ne crois pas du tout à la possibilité de faire ça. Je pense que la grande masse est possible, c'est-à-dire des bilans carbone dans les entreprises, etc., pour orienter des plans d'action et pour dire c'est là qu'il faut les taper, c'est là qu'est le gras. Ça, oui. Sans doute aussi le côté un peu bilan carbone personnel en disant bah oui, finalement, je m'aperçois que je ne sais pas quoi, je fais un aller-retour à Tahiti tous les ans. Finalement, ouais, par rapport à mon steak que j'évite le jeudi et mon poisson le vendredi, c'est pas bien. Mais finalement, après, le fait de dire, par exemple, il y a des gens qui réfléchissent à ça, la question de faire des quotas individuels de carbone, par exemple, et puis de dire j'ai une double monnaie, j'ai à la fois des euros et puis du carbone, et des trucs. Moi, j'y crois pas du tout. Je pense que c'est la complexité du monde et la vitesse à laquelle il bouge balaye ces espoirs-là. Vous n'avez pas envie de répondre directement à ma question, mais Béatrice, je pense que ça va être la même chose. Moi non plus. Voilà, on doutait. Non, mais je veux quand même dire que c'est pas une finalité d'augmenter le volume. Je veux dire, par exemple... Le chiffre d'affaires, si. Non, mais pas du tout, ça se mesure pas comme ça. Je ne sais pas. Donc on fait beaucoup de travail par exemple pour la consolidation des serveurs, pour aller chercher de l'optimisation. On utilise énormément la technologie pour de l'optimisation. Quand on met des capteurs sur le port de Rotterdam pour essayer d'optimiser les trajectoires, pour justement aussi avoir un effet vertueux, ce qui compte, ce sont les cas d'usage. Ou quand on est en train de regarder comment on va utiliser Edge au plus près du magasin, là où est la donnée, pour pouvoir la traiter, au lieu d'aller faire des tas de surconsommation, d'aller-retour avec les data centers et tout. Ce qui compte, c'est l'usage derrière, la valeur business à l'arrivée pour le client et les clients de nos clients ou des citoyens. Mais donc en fait, ça ne se mesure pas en volume. Et moi, mon chiffre d'affaires, il ne se mesure pas par rapport au volume de la technologie. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Le volume d'émissions de CO2, par exemple, ou le volume d'usage, c'est une question quand même de volume. Plus on a un chiffre d'affaires important, plus on a une puissance industrielle développée importante, toute chose égale par ailleurs, mais on a des impacts supérieurs. L'IoT, c'est intéressant. Alors, à mon tour de faire bref, même si j'ai un pur rôle d'animateur, le Shift a documenté le Shift Project que je dirige, a fait une série de rapports sur l'impact environnemental du numérique. On a notamment mis à jour un petit peu ce qu'on savait sur l'impact énergie et carbone. Et c'est là qu'on a fait ce constat de ce départ en exponentiel des besoins énergétiques et de l'impact carbone du coup du numérique, qui est aujourd'hui comparable à celui de l'aviation. Et si on prolonge la tendance, qui sera supérieure à la bagnole dans 15 ans. Bon, là, c'est une question de volume. C'est pour ça que je défends la validité de ma question. Et l'IoT, l'entrée de l'IoT, je ne sais pas ce qu'elle va apporter en plus pour comprendre ce qui se passe, mais ce que ça va apporter en moins en termes de besoins énergétiques, de besoins matériaux, c'est évident que c'est quelque chose qui va être absolument colossal. Donc je maintiens la validité de ma question, si ce n'est proposer une réponse parce que je n'ai pas le droit, parce que j'anime. Néanmoins, non. Le fait de faire... Je pense qu'il est objectivable de dire que plus on a d'usage du numérique en volume dans le monde, plus du numérique ou d'autres technos, plus on va avoir un impact globalement, toute chose égale par ailleurs, au gain d'efficacité énergétique près. Mais on sait que les gains d'efficacité énergétique, c'est très lent, c'est très fastidieux, c'est limité par la physique. Voilà, donc peut-être revenir sur cette question s'il nous reste à peu près un quart d'heure avant de prendre des questions. Moi, je voulais vous demander, Valérie, cet enjeu que pose Philippe et que je pose aussi un petit peu de la sobriété. Comment est-ce qu'il s'intègre dans les réflexions du GIEC? Comment est-ce que c'est exploré? Et puis, du point de vue de la mise en œuvre éventuellement politique et je pense que sur le numérique, la question elle est urgente notamment. Alors
donc ce que je peux dire, c'est que le GIEC ne fait pas de recherche nouvelle. Il ne fait que passer en revue l'état des connaissances scientifiques, techniques, socio-économiques publiées et produites par le monde académique, par la R&D du secteur privé et puis par un certain nombre d'institutions qui font aussi régulièrement le point. Voilà, donc il ne fait que ça. Et donc par rapport aux évolutions passées, il y a effectivement un diagnostic, c'est-à-dire quand on voit des émissions de gaz à effet de serre à la hausse de certains secteurs, ça fait partie du diagnostic, essentiellement dans le cadre du groupe 3 du GIEC, celui qui porte sur l'atténuation, hein, donc comment on arrive à faire baisser les émissions de gaz à effet de serre. D'ailleurs, ce rapport du groupe 3 du GIEC est en relecture jusqu'à la semaine prochaine, de manière ouverte. Cette relecture, c'est un aspect qui est critique dans la qualité des évaluations, et avec de plus en plus d'acteurs du monde de l'entreprise qui contribuent à ces relectures. Donc ça, c'est le premier volet. La deuxième chose, c'est pour les évolutions futures possibles, donc on travaille sur la base de narratifs, donc de scénarios, qui balayent en fait toute une large plage de futurs, on va dire, plausibles. Alors, il y a des futurs qui sont des extrapolations de tendances récentes. Il y a des futurs qui sont très intensifs en utilisation d'énergie fossile pour arriver à balayer en fait ce que peut être un monde qui se réchauffe beaucoup. Et il y a des futurs qui sont, à l'inverse, des transformations profondes ou même radicales. Donc, qu'est-ce que c'est des trajectoires de décarbonation très rapides ? Ces trajectoires-là, c'est les seules en fait, qui permettent d'arriver à stabiliser l'évolution du climat. Ce n'est pas la poursuite de business as usual en rien. Et donc, en particulier dans le rapport qu'on a rendu sur 1,5 degré en 2018, donc c'était une demande de la COP21 des différents pays, d'examiner ce qu'on gagnerait à contenir le réchauffement à un niveau très très proche du niveau actuel, et puis quelles seraient les trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre compatibles. On a passé en revue dans ce rapport une centaine en fait, de trajectoires de très forte baisse d'émissions. Il n'y en a pas tant que ça, en fait. Donc, ce sont des scénarios, mais aussi des trajectoires qui vont représenter de manière simplifiée ce qui se passe dans des grandes catégories de pays, parfois à l'échelle de pays, en matière de la demande, en matière de rupture éventuellement technologique, de contraintes réglementaires, fiscales et autres. Donc, c'est vraiment des approches qui sont très différentes. C'est d'ailleurs assez compliqué de comparer ces trajectoires entre elles. Et dedans, il y en a quelques-unes qui font appel à une maîtrise forte de la demande. Donc certaines, moi je les décris en disant c'est l'objectif du développement durable 12, c'est-à-dire consommation et production soutenable mis en place de manière très volontariste. Ça ressemble un peu à ce qui se fait dans les social-démocraties scandinaves comme approche. Donc lutter contre l'obsolescence programmée, la responsabilisation individuelle, les encouragements par les pouvoirs publics sur l'alimentation, sur la consommation de biens d'équipement, sur l'utilisation de l'énergie. Je caricature un peu, mais c'est un peu l'approche suédoise ou norvégienne ou danoise. Des trucs d'ayatollah, quoi, comme dirait notre Premier ministre. Des trucs de social-démocratie qui sont très attachés aussi à la question des inégalités et de l'inclusivité de la société. Et puis de l'autre côté, il y a aussi des trajectoires qui ont été faites, quelques-unes, avec un très fort accent mis sur la sobriété ou la frugalité. C'est une exception dans ce paysage-là. Et donc ce qui est intéressant à regarder, c'est quels sont les ingrédients de ces trajectoires, mais ça reste des choses en fait assez idéalisées, assez différentes de la mise en place. Et donc derrière ça, il y a une autre question, c'est donc quand on travaille sur ces trajectoires, qu'est-ce que ça implique sur l'évolution des systèmes de production, l'évolution des sociétés. Il y a souvent une croissance qui se poursuit bien sûr. Tout n'est pas pris en compte. Ça fait partie des choses difficiles. Parce que dans le monde, il y a une partie immense de la population qui vit dans l'extrême pauvreté. Et donc le développement de ces parties-là du monde sont bien sûr prises en compte. Et puis la dernière chose, c'est finalement comment on passe du mode de développement qu'on a là, maintenant, à ces trajectoires. Et ça, c'est le point difficile. C'est-à-dire le travail de scénario n'a rien à voir avec la réalité de la prise de décision dans une ville, dans une communauté, dans un pays. On voit par exemple que dès qu'on essaie de renchérir le coût de l'énergie sans revoir l'ensemble de la fiscalité, eh bien, on a des révoltes, en France comme en Équateur, comme en Iran, comme ailleurs. Voilà. Partout, oui. Et donc cette dimension-là, c'est quelque chose qui est bien sûr mis en avant. Et donc dans l'évaluation du groupe 3 du GIEC qui est en cours, il y a des chapitres par secteur, mais il y a des chapitres qui portent sur la demande, la dimension beaucoup plus profonde des choix en fait, de comportement de société. Il y a toute une réflexion sur la notion de transition juste et perçue comme juste. C'est vraiment ce qui ressort pour moi par rapport aux évaluations qui étaient faites précédemment. Pourquoi c'est fait comme ça ? C'est fait comme ça parce qu'on voit beaucoup de pays qui expérimentent, qui essaient de mettre en œuvre des transformations profondes, des villes, des entreprises. Donc il y a un retour d'expérience, il y a
une littérature technique, socio-économique, sur laquelle on peut faire ces évaluations. Mais je reviens sur un point qui est essentiel par rapport au débat posé. Vous disiez, si j'ai bien compris, les trajectoires qui misent sur de la frugalité, sobriété, sont plutôt l'exception. Et néanmoins, ce que je comprends, c'est que est-ce qu'il y a que celle-là qui boucle, ou est-ce que c'est plus subtil que ça? Est-ce qu'on peut arriver à boucler l'équation sans sobriété? Et donc sans sobriété, poser la question de l'utilité sociale de telle ou telle techno. C'est ça, donc, en fait. Ce sont des trajectoires qui sont construites en ayant en tête quels sont les besoins permettant à chacun de vivre dignement et les différentes manières d'y répondre. Donc ça prend en compte des questions aussi de partage des richesses. Ça ne prend pas que en compte des enjeux de technologie. Et ça balaye vraiment des futurs possibles, mais avec un angle qui est un angle, disons, un peu global, un peu simplifié, et qui permet aussi d'utiliser des modèles d'analyse économique à moindre coût, qui permettent de relier ces trajectoires à des émissions de gaz à effet de serre et à différents niveaux de réchauffement à venir. Mais à côté de ça, il y a aussi tout un ensemble de connaissances qui portent sur des choses beaucoup plus bottom-up, c'est-à-dire quelles sont les transformations qu'on a vues, qu'on voit dans la demande. Vous avez traduit la pression des consommateurs dans vos analyses de marché. Donc ça existe partout dans le monde en fait. Il y a une attente de consommateurs pour avoir des produits qui minimisent l'empreinte environnementale, elle est très forte. Il y a une évolution, par exemple, des mouvements de jeunesse partout dans le monde. Ça fait partie des tendances de fond. Ça change des conversations dans les entreprises, dans les familles. Ce n'est pas dans ces scénarios-là. Et les ruptures technologiques, elles sont très difficiles à prendre en compte dans ces trajectoires un peu simplifiées, un peu idéales. C'est le plus difficile. Donc, comment arriver à discerner à quel moment une technologie de rupture sur les transports ou sur le numérique ou d'autres sujets, ou sur les pratiques agricoles, à quel moment ça prend le dessus? C'est pas quelque chose qui est graduel en fait, c'est parfois quelque chose qui va très vite, beaucoup plus vite qu'on ne peut l'anticiper. Et ça fait partie des limites de l'exercice de scénario et de trajectoire. D'accord. Le low-tech, c'est demandé. Il y a une demande pour le low-tech? Une vraie demande? Philippe? Il y a une littérature académique. Il y a une littérature un peu qui commence. Ça, ouais, je suis pas vraiment complètement certain, surtout que la définition n'est pas vraiment stabilisée de low-tech. Donc de simple, de sobre et de robuste. De technologie sobre, ouais, oui, peut-être. Oui, il y a une demande sur des questions de la réparabilité, par exemple. Il y a des sociétés comme Seb Moulinex qui se positionnent maintenant sur ça en disant nous, nos produits sont réparables, made in France. Allez-y, racontez. Nous, on le fait chez nous, en fait, ça a été mis en place par notre directeur informatique. Au niveau mondial, qui propose systématiquement pour tous les devices en fin de vie, en fait, de les faire racheter par les collaborateurs. Et en fait, là, on a écoulé 99% de ces devices. Je peux dire aussi que tout ce qu'on a récupéré comme équipement IBM ou non IBM, et d'ailleurs, c'était dans les centres de Montpellier, de logistique, à un moment donné, on en récupérait 42 000 assets par semaine pour les recycler, etc. Donc, non, c'est évident qu'il y a des choses à faire par rapport à ça. Et vos produits, la recyclabilité, c'est une question qui a été posée par Philippe. C'est plus, alors à nouveau, toute chose égale par ailleurs, a priori, plus un truc est compliqué, plus il est dur si je résume bien, plus c'est dur à recycler. Donc ça, c'est un peu le cœur de ce que tu expliques sur les low-tech. Ça, c'est quelque chose que vous arrivez à prendre en compte ou simplifier en fait. Or, ouais. Simplifier et avoir des calculateurs qui sont de plus en plus performants, ça paraît être orthogonal a priori. Non, en fait, alors déjà, on fait beaucoup moins de matériel qu'avant quand même, parce que c'est moins de 15% de notre chiffre d'affaires, et c'est vrai qu'on s'est mis IBM, plutôt... pardon, je parle du secteur. Oui, pardon. Donc en fait... Le Novo, je ne suis pas sûr que le Novo, il fasse des trucs plus simples, plus robustes. Non, j'en sais rien. Franchement, je veux pas parler à leur place. Ce que je peux vous dire, c'est que nous, et je pense qu'on l'a dit tout à l'heure, c'est que c'est extrêmement important dans la conception des produits de le prendre en compte le plus en amont possible. En fait, c'est ça donc c'est dans le design. En fait, nous on a défini des process où dans le design dès le départ, on essaie d'intégrer le plus possible cette dimension. Donc ça c'est très important. Est-ce qu'il y a une émulation entre entreprises sur ces aspects-là? Ah oui. Alors, parce que c'est aussi un facteur, je pense, de progrès. Ouais. Le côté, arriver avec des solutions performantes. Et puis, y a une émulation qui fait que c'est celles qui sont les plus performantes à un moment donné qui vont aussi s'imposer. Alors, en fait, ça prend différentes formes. Déjà, je voudrais parler de la recherche, parce que pour nous, nos chercheurs, c'est hyper important. On dépense quand même 5 milliards par an, et en moyenne, on sort 27 brevets par jour. Tous les jours, d'accord? 27 brevets, oui. 27 brevets ça fait 28 années consécutives qu'on est l'entreprise qui déposons le plus grand nombre de brevets par an.
C'est pas tous disruptifs. Oui, ça, 27 par jour. Bien sûr, mais enfin, c'est la recherche. Je le rassurais. 27 brevets en moyenne tous les jours, et ça fait des dizaines d'années. Bon, après, l'important, c'est ce que l'on en fait. Et ce qui est bien, c'est que maintenant, on travaille vraiment en mode open innovation et beaucoup avec nos clients. Donc, ce que je veux dire, sur la partie recherche, il y a énormément de sujets sur la partie environnementale. Donc ça c'est quand même une évolution. Les designers, comme je le disais, dans la partie product design, ils ont contribué parce qu'en fait, on est vraiment dans des logiques de co-création. On utilise beaucoup le design thinking aussi pour nous en interne. Donc c'est vraiment des logiques de co-création. Et je peux vous parler d'une initiative, moi, qui m'a fait énormément plaisir. C'est la communauté de jeunes employés d'IBM France qui sont venus au COMEX un peu nous secouer en nous disant on veut aller plus loin. Ok, super, très bien. Alors du coup, on leur a donné notre soutien et ils pilotent ensemble cette initiative qui s'appelle Be Green. Et donc, ils ont fait un certain nombre de propositions qu'ils implémentent. Et c'est vrai que ça fait plaisir parce que c'est une autre forme. Je vous ai parlé de Call for Code tout à l'heure qui utilise aussi les méthodos. Je pense que les méthodologies sont hyper importantes aujourd'hui. Toutes ces méthodos de design thinking, de co-création, il faut absolument les utiliser aussi pour repenser un peu les approches. Philippe, tu veux réagir à ça ? Moi, je voulais réagir d'une manière globale sur Enfin, je voulais faire une démonstration par l'absurde, parce qu'en disant, je profite d'avoir Valérie avec le GIEC qui se projette sur 2050-2100 sur les rapports, mais on sait très bien que le coût climatique, il est parti pour beaucoup plus longtemps. Et vous projetez, on va au-delà. Hein. Vous vous projetez sur un temps plus long, l'an 3000 ou je ne sais pas quoi. Juste pour se dire un petit peu quand même, qu'est-ce qu'on peut attendre de la technologie ? On peut attendre plein de choses, sans doute, et même des technologies de rupture, mais démonstration par l'absurde. Si on fait 2% de croissance par an, parce qu'on parlait du volume tout à l'heure, en fait, c'est la croissance. Donc, on est d'accord que toutes les entreprises ne cherchent pas forcément la croissance. Le gars qui est accordeur de piano, il fait son chiffre d'affaires à l'année, c'est une entreprise et il n'a pas de problème. Mais globalement, on sait qu'on est quand même un peu tous biberonnés à la croissance, soit parce qu'il y a des dettes, des investissements, des entreprises, soit parce que les États ont besoin aussi de rembourser les dettes et autres. 2% de croissance par an en l'an 3000, en l'an 3020, dans 1000 ans, ça veut dire que le PIB mondial aura été multiplié par 390 millions. Comme il aura fallu aussi diviser les émissions de CO2 par 4 ou 6, je ne sais plus trop, bon allez on va dire par 4. Les mettre à net zéro en fait. Voilà, donc 4 fois 4, ça fait 1,5 milliard, 1,6 milliard, je vous passe, on n'est pas à ça près. Donc est-ce qu'on croit raisonnablement qu'en l'an 3020, sur cette petite planète Terre, on aura une intensité CO2 ou énergétique du PIB qui sera 1,5 milliard de fois plus efficace qu'aujourd'hui ? Je veux bien que les voitures soient géniales, je veux bien que le numérique soit top, je veux bien qu'on ait inventé le ciment du futur, mais 1,5 milliard de fois plus. C'est juste pas possible. La conclusion de cette démonstration par l'absurde mathématique, c'est que la croissance va s'arrêter. Quand, comment, dans quelles conditions, je ne sais pas. Donc il est urgent d'inventer un monde de post-croissance qui soit un monde de plein emploi, de répartition, de tout ce qu'on a besoin pour rendre les conditions démocratiques possibles. Mais sinon, le truc, de toute manière, ne boucle pas, ne marchera pas à un moment. Donc, on peut se faire plaisir là sur les 10, 20, 30 prochaines années en se racontant des trucs, mais le truc ne bouclera pas. Et je n'ai même pas mis dans l'équation la question des ressources non renouvelables, c'est-à-dire du fait qu'il y a des endroits où c'est pas juste que ces énergies, par ailleurs... voilà. Alors, on peut dire, mais si, on va inventer la fusion, je ne sais pas quoi. La fusion. Donc, 500 ans plus tard, en l'an 3500, à 2% de croissance par an, je crois qu'on a fait 2,8 ces 10 ou 20 dernières années de consommation énergétique supplémentaire, il faudra que l'humanité consomme la puissance de l'étoile solaire. Je n'ai pas dit du soleil qui arrive sur Terre, hein, ça c'est fois 6000. La puissance de l'étoile solaire. 37 ans plus tard, il faudra 2 étoiles. 37 ans plus tard, 4 étoiles. Et donc il faut conquérir la galaxie plus rapidement que la vitesse de la lumière. Alors, autant dire que c'est ça qu'on va faire, non ? Elon Musk et Jeff Bezos ont qu'à aller se rhabiller, vous voyez, parce que la conquête de Mars, à côté, c'est vraiment peanuts. Donc c'est juste une absurdité. Donc, avoir fondé l'ensemble de notre système, tout ce qui permet de payer les retraites, la sécurité sociale, le chômage, tout ce qu'on veut, sur la croissance, sur un système qui peut tenir 1 siècle, 2 siècles, 3 siècles, très bien. Puis là, ça commence à craqueler un peu fortement. Il faut d'urgence inventer autre chose. Et donc, on a toute la palette technologique, je suis d'accord, toute la palette de connaissances sociétales. On sait comment ça marche, la rivalité mimétique. Enfin, voilà, on veut une grosse voiture parce qu'en Paris Match, il y a des joueurs de foot qui ont des grosses voitures. Ben, voilà, faut changer ça. Instagram maintenant. Faut changer ça. Ouais, pardon, Paris Match, c'est pour les boomers.
Donc, mais voilà, c'est ça qu'il faut. Donc, il faut se secouer un peu, parce qu'effectivement, à la limite, voilà, l'énergie intellectuelle, on l'a. Tout est là, tout est dispo. Et en plus, ils ont envie. Je suis d'accord que voilà. Mais il faut qu'on se bouscule, collectivement. Valérie, vous avez envie de réagir là-dessus, puis on va prendre les. Non, je voulais questions des auditeurs. je voulais juste dire que parfois les échelles de temps, quand on parle changement climatique, semblent très longues. Mais je dis toujours, en fait, quand nous on fait les projections d'évolution future du climat, il y a des futurs bien plus soutenables, bien plus désirables que d'autres. Et quand on regarde un horizon 2050, l'histoire du climat horizon 2050, elle est déjà pliée par les infrastructures qui existent. C'est juste quand mes enfants auront mon âge, 2050. C'est le début du parcours professionnel des plus jeunes. Ça va venir très vite. Et l'enjeu, c'est d'arriver à changer les choses très vite, maintenant. Ce n'est pas le futur à très long terme. Et 2100, c'est aussi une échéance qu'on utilise pour les projections climatiques. Un enfant qui naît aujourd'hui, il n'aura même pas 80 ans en 2100. Donc c'est des échelles de temps humaines, très courtes. Et donc la question de fond, c'est comment on arrive à transformer, à agir le plus vite possible pour parvenir à diminuer au maximum les émissions de gaz à effet de serre. Et l'enjeu est d'aller beaucoup plus loin que ce qui existe. Les promesses que les États ont faites dans le cadre de l'accord de Paris sur le climat en 2015, elles impliquent une hausse. Pas un scénario de laisser-faire, mais encore une hausse jusqu'en 2030. Celles qui ont été rendues publiques il y a quelques mois, en fait, c'est encore pas à la hauteur des enjeux. Donc, il y a un vrai défi à l'échelle des pouvoirs publics, c'est clair, mais il y a un défi à l'échelle des entreprises, à l'échelle des collectivités, à l'échelle de chacun d'entre nous. C'est peut-être le message le plus important, moi, que je veux faire passer, celui-là. Je viens de réaliser que mon fils aura pas 80 ans en 2100. J'avais jamais pensé. C'est du futur très proche. Ouais, ok. J'espère qu'il sera toujours de ce monde et qu'on pourra encore baisser un peu le thermostat. Bon, on a un petit quart d'heure pour des questions. Il y en a une qui vient tout de suite, là. Vous pouvez la lire. Comment un pays peut-il continuer à se développer tout en gérant les problèmes environnementaux liés aux nouvelles technologies? Alors la question est vaste, on l'a déjà abordée. On peut essayer. Béatrice, est-ce que vous voulez essayer d'y répondre comme ça? Vous lancez? Oui, ça revient à faire une synthèse. Ouais. Sinon, si vous voulez, je vous la pose de manière simplifiée, de manière caricaturale, comme savent le faire les journalistes, mais c'est un peu l'exercice. Pour ou contre la 5G? Pour ou contre la 5G? Et même tarif pour vous deux après. C'est un peu cette question-là. Si on la condense. Alors, réponse rapide. Pour la 5G, pour des cas d'usage intelligents et à valeur ajoutée. Super. Donc, vous êtes pour que le Parlement débatte de l'usage, de l'intérêt de l'usage de telle ou telle technologie. On connaît des cas d'usage qui sont super intéressants, donc ça serait dommage de se priver. Mais on en connaît aussi beaucoup qui ne sont pas très intéressants. Oui, mais je vais vous donner un exemple. On parlait tout à l'heure des vidéos. C'est vrai que c'est génial de pouvoir avoir des vidéos et qu'il y a des gens qui regardent des vidéos de chatons toute la journée. Bon. Il faut légiférer là-dessus. Peut-être. Ça nous met quand même face à nos responsabilités aussi. Valérie, pour ou contre la 5G? Vous n'allez pas vouloir répondre. Alors en fait, moi ce qui m'a frappé quand on a fait le rapport du Haut Conseil pour le climat sur la 5G, c'était finalement le manque de littérature technique, économique, scientifique en fait, avec vérifiable, mesurable, qui permet finalement par anticipation d'évaluer quel sera son impact. Et il y a des dimensions qui sont importantes. Par exemple, l'effet indirect d'obsolescence programmée, par exemple, sur la réutilisation des terminaux portables. Il y a tout un marché qui se développe de téléphones de seconde main. Est-ce que ça ne va pas justement nuire à ce marché-là par l'effet d'attraction sur une nouvelle technologie? Et sur tous ces aspects-là, quand on a voulu faire une évaluation un peu rigoureuse, on manquait d'éléments. Donc je pense que c'est pour moi ça le plus frappant. C'est qu'il y a un marketing qui se met en place, il y a un positionnement d'entreprise qui se met en place, mais on n'a pas forcément des éléments précis qui permettraient d'éclairer une décision bien informée. Donc vous ne répondez pas. Mais pourtant le Haut Conseil a répondu un peu quand même. Le Haut Conseil a demandé d'évaluer le bénéfice. Il a souligné le manque d'informations. Il a montré l'importance sur l'impact sur justement le numérique dur, en fait, le matériel qui est utilisé. Il a souligné les usages potentiellement positifs sur des gestions de stock, en fait, des applications industrielles. Mais pour le reste, en fait, on reste très limité pour chiffrer ce que sera vraiment l'impact environnemental. Par contre, ce qui est clair, c'est que ça va permettre une augmentation de la demande. Et donc, ça va tirer la consommation d'énergie, d'électricité vers le haut. Donc, comment l'intégrer dans les stratégies bas carbone? Ça n'est pas fait pour l'instant.
Philippe, j'ai peur de connaître déjà ta réponse. Pour ou Oui, contre la 5G? c'est plutôt contre. Alors si j'étais poli, je dirais il faut faire une évaluation, puis l'évaluation conclurait qu'effectivement c'est le rapport coût-bénéfice, c'est pas le bon. Mais on va dire la 5G c'est beaucoup plus efficace que la 4G par octet. Donc continuer à développer de la 4G jusqu'en 2030 avec des datas qui montent comme ça, il faut mieux faire de la 5G. Là-dessus, il n'y a pas photo. Mais la question, c'est que c'est la prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire on met la 5G, c'est ça qui va permettre... C'est ça qui va évidemment permettre un gigantesque effet rebond sur les datas. Alors, une fois qu'on a dit ça, il se trouve que tous les cas d'usage, on peut descendre tous les cas d'usage de la 5G à date. Alors, on peut en inventer d'autres, on ne les connaît pas encore. Soit, en fait, ça ne va pas arriver tout de suite. Et ça va même sans doute mettre très longtemps à arriver, comme la voiture autonome. Et en fait, on se projette déjà à plus de 2030, donc c'est déjà de la 6G. Soit c'est des trucs qui ne sont pas qui n'ont pas des dimensions environnementales en tant que telles, c'est sur des questions logistiques ou autres. Soit il y a quelques cas d'usage. Alors j'ai trouvé la poubelle qui va appeler le container plein, qui va optimiser les tournées, et donc il va dire seulement quand il est plein, viens me chercher. Mais il n'y a pas besoin de 5G pour faire ça, encore une fois. Donc, un mec qui va voir le container, quoi. Oui, alors tu peux le faire de manière tout à fait humaine, effectivement, potentiellement, voire même avec du collaboratif, avec un gars qui dit c'est plein, et puis il peut envoyer un SMS à je sais pas quel endroit. Enfin, on peut faire des trucs tout à fait, effectivement, beaucoup plus low-tech potentiellement sur beaucoup de cas d'usage. Mais moi, je veux quand même réagir en disant j'ai l'impression que ce débat pour ou contre la 5G, il met à plat en fait une vraie réflexion de fond sur soutenabilité et numérique qui va bien au-delà. On voit par exemple dans la situation de pandémie. On voit dans la situation de pandémie les enjeux de précarité sur l'accès au numérique. Pour moi, c'est le premier enjeu, la fracture numérique. Je travaille avec des chercheurs en Afrique. Je ne peux pas les faire participer à une réunion de travail. Ils ont des coupures électriques, ils ont un accès à Internet pourri, que ce soit chez eux, ils sont obligés d'aller acheter des cartes de données. Pour moi, c'est ça l'enjeu. C'est réfléchir à des solutions soutenables qui soient abordables pour tous et puis les plus résilientes possibles. Alors pour moi, en fait, aujourd'hui, bêtement, j'ai l'impression que la généralisation de la fibre, c'est quelque chose qui est bien mieux en fait que développer un truc en plus qui sera peut-être centré sur des zones urbaines et qui donnera du très haut débit sur des zones urbaines par rapport aux usages grand public. Voilà. C'est plus ces réflexions-là, moi, qui m'intéressent que se focaliser sur purement une seule technologie. Parce que ces usages, donc l'ingénieur, le métier d'ingénieur le plus intéressant du point de vue de la transition énergétique, c'est l'ingénierie système. L'optimisation de systèmes en étant intelligent sur les besoins et sur le fait d'optimiser ces systèmes par rapport aux besoins. Et là, ce qu'on voit, c'est que sur la 5G, il y a l'idée de créer des besoins nouveaux qui est autre chose. Voilà, mais il y a un problème, c'est que le problème, c'est que ces fameux ingénieurs ne sont pas tirés aujourd'hui par la question de la sobriété. Pourquoi est-ce que le réseau 2G n'a pas été démonté aujourd'hui en France ? Pourquoi ? Parce que ça générait de l'itinérance de tous les touristes français qui étaient encore en 2G et qui du coup ça génère des revenus sur le truc. Sinon on le démontrait. Il y a très très peu d'applications industrielles qui sont encore accrochées sur la 2G. Et c'est pour ça qu'on ne démonte pas le réseau 2G. C'est juste pour des questions de business. Si on était vraiment dans une approche environnementale, même en gardant le réseau d'accès radio, je suis d'accord que peut-être la fibre peut être beaucoup plus intéressante, en tout cas dans les zones denses. Mais si on gardait un réseau de radio, on ferait un unique réseau radio. 5G si on veut. On n'a pas 4 tuyaux de gaz qui arrivent chez nous. On n'a pas 4 opérateurs qui arrivent chez nous pour nous amener l'électricité. On n'en a qu'un seul. Parce que quand on est dans un business de réseau, la manière d'optimiser la consommation de ressources, c'est de mutualiser. Et on peut tout à fait organiser la compétition entre opérateurs télécoms au-dessus de la couche réseau. Et je ne propose pas de revenir à l'ex-France Télécom qui va faire bondir tout le monde et me traiter de gauchiste. On peut organiser... Philippe, quand ça entre nous. J'ai parlé du gaz, j'ai parlé de l'électricité, vous pouvez parler de l'eau. L'eau, c'est pareil, il n'y a qu'un seul robinet, pourtant il y a de la concurrence dans l'eau. Ça s'appelle des concessions. On pourrait faire des concessions régionales avec, je sais pas, Bouygues Télécom qui prendrait la Nouvelle-Aquitaine ou le contraire, enfin, et puis Orange qui prendrait la région parisienne. Si on voulait vraiment inscrire le secteur télécom. Je ne parle pas du secteur numérique, qui est beaucoup plus large, évidemment. Là, on empile des trucs. Ce que tu nous dis, c'est qu'on empile met 4 réseaux qui vont, des trucs. Bien sûr, qui vont chacun cracher. Donc, il y a des optimisations. On peut mettre des antennes en dormance. On peut faire du beamforming, c'est-à-dire orienter les fréquences pour gagner un peu. Mais globalement, oui, c'est un gâchis immense, évidemment, d'avoir 4 réseaux qui ne sont pas saturés, là où on pourrait en avoir un seul, évidemment. Alors, il y a quelques mutualisations déjà qui existent un peu régionales. Donc, on ne tire pas les choses par la question de l'optimisation. Malheureusement, c'est une réalité. Ni sur les pouvoirs publics qui auraient pu réfléchir à ça, l'ARCEP, qui nous regarde, pourrait tout à fait commander, imposer une étude aux 4 opérateurs en disant « vous me dites ce que ça fait pour m'inscrire dans la trajectoire de Paris, voire mieux,
avec un seul réseau. Qu'est-ce que ça donne? Je serais curieux de voir le résultat. Béatrice, vous avez très humblement, quand on a préparé ce débat, expliqué que vous n'étiez pas une spécialiste des enjeux de transition énergétique. Là, on est allé dans plein de domaines qui nous éloignent de beaucoup des questions technologiques. Moi, ce que je retiens fondamentalement, c'est qu'on est en train de parler de politique. Qu'est-ce que vous retenez là, comme ça, de cette pierre lancée là, dans la mare? On pose la question de l'usage. On pose la question politique de l'usage pertinent des technologies, là. C'est ça qu'on est en train de faire. Qu'est-ce que ça vous inspire? Oui, en fait, je crois qu'on sollicite tout le monde. Et tout à l'heure, vous avez parlé de sincérité, je crois, des entreprises. Je pense que ce point est très intéressant. Et puis, il y avait une question un peu proche de ça. C'était sur l'autre page. Comment on peut motiver une entreprise pour investir? Je pense que on n'est pas à l'heure où on peut faire semblant. Honnêtement, on n'est pas à l'heure de l'imposture. Il y a énormément de travail qui est fait, mais c'est vrai que c'est complexe et qu'on doit gérer. On doit gérer bien les deux fronts. Donc, moi, je sens les entreprises hyper sincères. Honnêtement, dans notre quotidien, il n'y a pas un dirigeant d'entreprise qui ne mette pas ça dans le sujet. Moi, je passe mon temps à voir des dirigeants d'entreprise et ce sujet est systématiquement dans les conversations. Donc ça, je trouve que c'est quand même encourageant parce que ça corrobore les études. Il y a une étude intéressante récente d'Accenture qui dit que les entreprises qui seront les entreprises de demain les plus fortes seront celles qui combineront le côté sustainability et tech. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de place pour les autres. Franchement, il n'y a pas de place pour les autres. De toute façon, elles n'auront pas les employés de rêve, elles n'auront pas les talents, elles n'auront pas les clients. On vient de dire que tech et sustainability ne faisaient pas nécessairement bon ménage. Ah bah après, c'est la question c'est ça qu'on a chacun exploré. son point de vue. Et moi, je me permettrais de vous inviter pour échanger aussi avec les hyper spécialistes de chez moi. Ça sera vraiment, je pense, super intéressant. Non, après, je pense qu'effectivement, il y a toutes les politiques, et vous en avez beaucoup parlé. Nous, on est favorable au fait de mettre aussi des réglementations. Je pense que ça, c'est hyper important. Le sujet de l'éducation et de la sensibilisation, c'est quand même hyper important aussi pour toucher les comportements. Donc voilà, il faut vraiment jouer sur tous les fronts. Ça me paraît important. Et moi, j'ai un dernier message, si c'est la dernière occasion de parole, c'est justement par rapport aux étudiants. Parce qu'en fait, vous avez vraiment un rôle à jouer. Je faisais allusion tout à l'heure à Call for Code, c'est ce genre d'initiative où en fait, on a vraiment envie que vous vous mobilisiez sur ces sujets-là pour utiliser toute votre créativité. On a envie que vous veniez rejoindre les entreprises ou les différentes institutions pour travailler sur ces sujets-là, parce que c'est vrai qu'on n'a pas toutes les réponses aujourd'hui et que ce sujet, il sera extrêmement préoccupant pour vous aussi quand vous serez à des postes de direction. Donc, je ne sais pas quelle est la part des étudiants aujourd'hui qui se sont mobilisés sur des projets concrets par rapport à ça quand vous en avez l'occasion, mais c'est vrai qu'on compte vraiment sur vous. Je pense qu'on est très ouvert à des tas d'échanges avec les étudiants et puis nous aussi pour les recrutements, mais on a besoin de la mobilisation des futurs talents. Voilà. Ok, bon, ça, je vous laisse le mot de la fin puisqu'on arrive au terme de ce débat sur la sincérité et puis sur cet appel que vous faites aux jeunes ingénieurs et ingénieureux qui nous écoutent. On aura compris qu'il y a besoin d'un petit peu d'intelligence dans cette histoire. C'est juste la question de savoir comment est-ce qu'on l'utilise à bon escient. Bon, eh ben, écoutez, merci beaucoup. Merci. Et on va prendre une petite pause, je crois, maintenant et tout de suite. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci.